j'ai appelé mon intervention « L'impossible réforme du secteur de la sécurité et du renseignement ». Et pour commencer, je me suis dit, tiens, je vais aller voir un peu, c'est quoi les synonymes du mot « impossible ». Et je suis allée voir dans le Larousse, le dictionnaire, et qu'est-ce que ça veut dire « impossible » ? Il y a 3 explications, 3 définitions. C'est quelque chose qui ne peut pas exister. Elle est impossible. Elle ne peut pas exister, on ne peut pas la faire. Deuxièmement, c'est quelque chose qui est très difficile à réaliser. Et troisièmement, c'est quelque chose qui est impossible à supporter. C'est impossible, c'est insupportable. Je trouve que ces trois aspects montrent un tout petit peu ce qu'est la réforme du secteur de la sécurité et du renseignement en Tunisie. C'était juste pour mettre un peu l'ambiance. Je vais commencer par parler un peu du passé. Et dans le cadre de nos recherches, alors le livre que nous avions publié, c'était en 2014-2015. C'était justement à une période charnière. En 2011, nous étions ici, dans cette salle, un 13 novembre, et nous avions fait la première conférence sur... en 2011, le 13 novembre, nous étions ici dans cette salle, nous avions fait la première conférence intitulée « Les archives de la police politique, un défi pour la transition démocratique ». Et en 2014-2015, nous avions publié ce livre sur la réforme du... Sorry, you can't... Ah, ok, no problem. It's okay? Ok. Donc nous étions ici, donc en 2011, 2014, 2015, nous avons publié ce livre dont une partie parlait du réforme du secteur de la sécurité, qui avait une partie historique, et je voudrais un peu donner quelques points là-dessus. Trois grands points. Historiquement, et je crois que vous tous ici, vous verrez que peut-être ces points, il y a encore de quoi faire par rapport à ça. Ça veut dire que c'est encore à l'ordre du jour, pas pour tout, mais pour certains points. D'abord, premièrement, ce qu'on relève historiquement en Tunisie, et probablement aussi dans d'autres pays d'ailleurs, c'est qu'il y avait une confusion dans les chaînes de responsabilité au sein du secteur de la sécurité et du renseignement, et une absence de reddition des comptes, évidemment. Donc la confusion dans la chaîne de responsabilité, c'est qui donne l'ordre de faire quoi et comment. Est-ce que c'est par écrit? Est-ce que c'est oralement? Et est-ce que c'est le président lui-même qui donne l'ordre en court-circuitant, par exemple, son ministre de l'Intérieur, ou le ministre de l'Intérieur qui va donner l'ordre à... Et en fait, on réalise, à travers plusieurs entretiens que nous avons faits, des recherches, que ce n'était pas clair. Alors, est-ce que ce n'était pas clair vraiment, ou est-ce que c'est aussi un peu le discours des membres du secteur de la sécurité pour ne pas montrer que c'était clair, et puis pour montrer voilà, que tout le monde est responsable, et que c'est la faute au système. Ça revenait souvent, c'est la faute au système. Que c'est un système que nous avions hérité déjà de la colonisation, que c'est un système, et que nous, petites personnes à l'intérieur de ce système, que peut-on faire, en fait, à part appliquer les ordres que nous recevons? Et de l'autre côté, au niveau des responsables, c'est de dire, oui, mais nous, on n'était pas vraiment au courant de ce qui se passait. Donc, il y avait de la torture, peut-être, on savait, on entendait, mais bon, c'est pas moi qui ai donné l'ordre de torturer. Et certains mettaient directement sur le président, d'autres sur leurs subalternes, etc. Donc, quelque part, nous étions face à des chaînes de responsabilité qui n'étaient pas claires et qui sont l'apanage des dictatures, premièrement. Deuxièmement, il y avait une absence de contrôle externe et de reddition des comptes de ce qui se passait dans le secteur de la sécurité ou à travers le secteur de la sécurité.
Déjà, évidemment, comme le secteur de la sécurité était aux ordres, et ce qui d'ailleurs il doit être aux ordres de sa hiérarchie, c'est normal. Le pouvoir judiciaire, lui, aussi était aux ordres, ce qui n'est pas normal. Et donc, il y avait une connivence entre le secteur de la sécurité et le secteur de la justice, qui était chapeauté par une même pyramide. Et cette connivence faisait qu'il n'y avait pas de contrôle externe. Autre chose, et donc on rejetait toujours, c'est le système, c'est comme ça, moi je n'ai fait que ce que je devais faire. Ça, c'est la première grand thème, on va dire, grande force, enfin idée qui ressort de l'histoire. Deuxième grande idée, c'est l'interaction avec le champ politique. Le secteur de la sécurité et politique, le mariage incestueux, le mariage qui ne devrait pas... Mais en même temps, c'est facile de le dire. C'est facile de dire que c'est mal. Mais en même temps, où est-ce que commence la politique? Où est-ce que finit la politique? C'est ça. Et hier, on avait un peu discuté de ça. Les personnes, les membres du secteur de la sécurité, eux, ne considèrent pas qu'ils sont en train de... appliquer des instructions politiques dans le sens partisan, ou eux, ils disent ce qu'ils disent. Hein. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils disent est vrai, mais ce qu'ils disent, c'est nous appliquons, c'est l'État. C'est quoi un régime? Une fois, dans un interview, je lui ai dit, mais vous défendiez le régime, pas l'État. Et la personne m'a répondu, mais c'est quoi le régime? Et la démocratie, c'est aussi un régime. Donc, moi, j'ai défendu, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Je défends, je n'ai même pas à m'interroger sur la pertinence de ce qu'on me demande. Parce que moi, c'est ça mon travail. Mais la réalité, c'est que ce travail, parfois et souvent, il est instrumentalisé par les politiques. Est-ce que c'est de la responsabilité de celui qui va agir sur le terrain? De mon point de vue, c'est la responsabilité du politique en premier. C'est la responsabilité du politique qui ne doit pas instrumentaliser le système. Et c'est la responsabilité du système, je veux dire, du secteur de la sécurité. Et c'est aussi la responsabilité de la réforme institutionnelle d'empêcher cela, d'empêcher qu'il y ait instrumentalisation. J'y reviendrai tout à l'heure par rapport à ce qu'on a vécu les 10 dernières années. Donc, historiquement, comment se faisait cette interaction? Elle se faisait d'abord par l'histoire, en fait, le déroulement de l'histoire, puisque automatiquement, il y avait un jumelage entre le parti dominant et le secteur de la sécurité. Et donc, les membres gradés, on va dire, dans le secteur de la sécurité, étaient de toute façon affiliés au parti dominant. Donc, c'était une double casquette c'était ainsi, en fait. C'était ainsi historiquement. Ça s'est imposé historiquement. Par ailleurs, il y avait des milices au sein du parti et qui rentraient en connivence avec le secteur de la sécurité lorsqu'il fallait pourchasser les opposants, etc., les torturer. Donc, il y avait une connivence qui allait se faire. Et là, on est encore au moment où le parti est encore dominant, en fait, par rapport à la présidence de la République. Mais parce que petit à petit, c'est la présidence de la République qui va prendre plus de force même sur le parti. On va rentrer enfin, on était déjà en dictature, mais on rentrera dans une plus grande dictature. Et c'est là où on voit apparaître de plus en plus des responsables des services de renseignement au sein du parti. Carrément, au sein du parti. Je veux dire de façon pas officielle, mais quasi, enfin on le sait. Et puis, de petit à petit, on voit qu'il y a des canaux directs de la présidence de la République qui vont se mettre en place en parallèle du secteur de la sécurité normal, habituel, je veux dire, des fois, il y a des choses qui vont se passer hors même du ministre de l'Intérieur, par exemple, donc en parallèle. Que ce soit le secteur de la sécurité en général et le secteur du renseignement en particulier, évidemment, qui est un essentiel et qui est au cœur du problème. Et enfin, troisième grand point, c'est la question de la corruption et du mercenariat. Donc, la corruption et le mercenariat,
puisque petit à petit, lorsque la corruption a commencé à s'implémenter en Tunisie en général, hein, pas dans le secteur de la sécurité en particulier, je dirais pas plus corrompu que d'autres secteurs. Donc dans le secteur de la sécurité, il y avait évidemment, il y a encore, et c'est normal, enfin c'est normal, c'est un état de fait, on est obligé de le comprendre, de le voir en fait, de le constater. Il y a cette corruption qui est là, comme dans le secteur de la justice, comme dans le secteur de l'hospitalier, comme partout, enfin dans notre pays, et qu'on doit bien constater pour pouvoir y trouver des solutions. À un moment donné, dans l'histoire, une partie, ce n'est pas tout le monde, c'est normal, certaines personnes du secteur de la sécurité et du renseignement vont être un peu privatisées en fait par les familles, enfin pour des intérêts privés. Ils vont être un peu privatisés, parfois même sans que le président de la République ne soit au courant des fois. C'est le cas par exemple du fameux yacht de Ahmed Trabelsi, où c'était directement entre Leila Trabelsi et certaines personnes dans le secteur de la sécurité. Donc la question aujourd'hui, c'est ces problèmes qui sont historiques, que nous avons, qu'on constate historiquement. Est-ce que ces problèmes ont pu être résolus les 10 dernières années ? Dans quelle mesure et comment faire pour en résoudre certaines qu'on n'arrive pas à résoudre? Donc c'est la question qui se pose. Avant de commencer sur cette partie-là, je tiens à dire que malgré, que ce soit avant ou après, malgré tous ces problèmes, le secteur de la sécurité, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, a fait son travail de sécurité. C'est-à-dire que globalement, il a fait son travail de sécurité, il a travaillé, je parle en dehors de cette question de politique et de ce qui est noir dans le secteur, dans son travail normal de secteur de la sécurité, il a fait globalement son travail. Maintenant, comment faire en sorte pour qu'il continue à faire son travail correctement, sans interférence de cette confusion politique, sans aussi que les membres eux-mêmes du secteur de la sécurité pâtissent de cette instrumentalisation politique. Parce que, je vais en parler un tout petit peu, ils en pâtissent, certains d'entre eux. Donc, dans les années, au début enfin, juste après la Révolution, enfin, moi, j'aime pas dire après la Révolution, parce que pour moi, la Révolution, c'est un processus. Il n'y a pas la Révolution qui a duré en décembre et janvier, et puis il n'y a plus de Révolution après, hein. C'est la Révolution, et probablement on y est encore, hein. C'est un processus. Donc, il y a eu, bien sûr, beaucoup de pistes, beaucoup de propositions, il y a beaucoup de propositions, que ce soit par des ONG internationales, par des organisations internationales, même par des associations qui ont créé des membres du secteur de la sécurité eux-mêmes. En 2011, et ça on l'a vu dans des discussions, dans des entretiens, il y a eu des cellules, des sortes de cellules de réflexion qui ont été mises en place au sein du ministère de l'Intérieur pour trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant dans ce processus? Mais cela commence, et on a bien sûr l'aspect politique qui est là, et donc est-ce que les politiques qui sont venus au pouvoir à ce moment-là souhaitaient ou non la réforme? Est-ce que la réforme était pour eux importante, ou fallait-il instrumentaliser un secteur parce qu'il y avait des mécanismes qui pouvaient leur servir? Jusqu'en 2014-2015, il y a des tentatives ainsi d'instrumentaliser, il y a des tentatives de réformer. Je veux dire, on est dans diverses tentatives. 2014-2015, c'est
le temps du terrorisme qui arrive. Et le temps du terrorisme va éclipser carrément, et c'est une aubaine pour certains, qui va éclipser carrément le temps de la révolution et le temps des réformes. Et on va nous dire, mais c'est le terrorisme. Et le secteur de la sécurité, et ça on l'a entendu même dans l'opinion publique, hein, le secteur de la sécurité, lui il sait tout, nous on sait rien. Donc en fait, toute la partie du contrôle, est-ce qu'ils font ça, est-ce que certains font ça parce qu'ils sont politisés ou pas, est-ce qu'il y a de la corruption, est-ce qu'il n'y a pas de la corruption, etc. Tout ça devait être éclipsé parce qu'on était dans l'esprit de la plupart, enfin de beaucoup de gens, et aussi un peu par les médias, on était dans l'état de survie. Puisqu'il y avait le terrorisme, qu'il fallait combattre le terrorisme. Et donc, il fallait remettre dans le système ceux qui en avaient été exclus, parce que eux savent comment faire. Et quitte à ce qu'on peut torturer un tout petit peu, c'est pas la fin du monde. C'est ce qu'on a entendu parfois. On avait fait le suivi et la veille de ça, et on entendait parfois dans les médias certaines personnes qui disaient « Oui, mais au fond, torturer un peu, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, il faut arriver, c'est le terrorisme, il faut se battre. » Et oui, 3 minutes, d'accord. Et donc, on se retrouvait dans cette situation un peu où il y a l'instinct de survie d'un côté qui parle et de l'autre, bon, la réforme. Et ce temps du terrorisme a fait que, il y a eu la reprise d'un certain nombre de personnes qui étaient dans le secteur et qui en avaient été exclues. Pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, je n'en sais rien. Disons que après, c'est des dossiers qui devaient être mis sur la table et étudiés d'un point de vue judiciaire. Mais on voit aussi la mise en place de ce qu'on a appelé donc cette agence du renseignement, par exemple. On a la mise en place en 2014 d'une agence du renseignement sous la houlette du ministère de la Défense. Donc, cette agence du renseignement, parce qu'il y a eu tout avec la société civile, enfin, nous, dans la société civile qui était intéressée par la question, il y avait beaucoup de luttes pour qu'il n'y ait pas une agence du renseignement, qu'il y ait une autre forme de réforme. Donc, parce qu'une agence du renseignement pouvait être un État dans l'État, ça pouvait dériver, etc. Donc, en fait, on a mis en place, c'était sous le gouvernement Jamra, une agence du renseignement pas extérieur uniquement, intérieur et extérieur, sous le ministère de la Défense. Ce qui peut interroger, puisque en général, les agences du renseignement sous le ministère de la Défense, ce sont du renseignement extérieur, normalement, puisque la Défense, elle défend le pays contre l'extérieur. Elle ne fait pas du renseignement intérieur, en principe. Donc, mais du fait de l'ambiance et du terrorisme, etc., cette agence a été mise en place pour le contre-terrorisme et donc fait du renseignement intérieur. Donc, on peut s'interroger. Alors, depuis 2015, on n'a pas beaucoup d'éléments sur ce qui s'est passé en termes de réformes réelles au sein du secteur de la sécurité. On n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup. Il y a eu un coordinateur aussi du renseignement. On ne sait pas si ça a marché, ça n'a pas marché. On sait cependant qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été donné dans le cadre de la coopération, dans le cadre de la coopération internationale pour la formation, pour la logistique, pour le matériel. Ça, il y a eu beaucoup de choses. Mais la réforme elle-même, on peut dire qu'elle a stagné, qu'elle n'était pas à l'ordre du jour. Elle n'était pas à l'ordre du jour. Je termine par 4 points. Aujourd'hui, par rapport à la réforme à faire et qui reste une réforme qui semble impossible, surtout en l'absence d'une assemblée qui peut contrôler correctement l'exécutif, c'est d'abord un cadre législatif transparent. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, depuis 10 ans, les décrets qui gèrent le secteur de la sécurité et surtout le secteur du renseignement ne sont pas publiés. Une grande partie ne sont pas publiés. Donc il y a un manque de transparence, ce qui n'est pas dans les standards.
Et ça ne veut pas dire qu'en étant dans l'opaque, on est meilleur hein, pour lutter contre le terrorisme ou autre, puisqu'il y a d'autres pays qui luttent aussi contre le terrorisme et qui sont dans un minimum de transparence. Deuxièmement, c'est le contrôle parlementaire. Le contrôle parlementaire, nous avons eu des commissions parlementaires pour contrôler le secteur de la sécurité pendant la période 2015-2019, même jusqu'à 2021. Ces commissions n'ont jamais pu vraiment travailler. Elles n'ont jamais pu vraiment faire leur travail. Elles étaient politisées. Elles étaient composées de façon proportionnelle. Donc, ce qui faisait qu'elles étaient politisées, alors que ces commissions, spécialement les commissions qui contrôlent le secteur de la sécurité, devraient être, mixtes, c'est-à-dire 50%, 50%. 50% parti dominant, 50% opposition, pour qu'elles ne soient pas politisées. Ils n'ont jamais voulu prendre en compte ça, mais c'est un point essentiel. Autre chose, et je termine vraiment par ça, c'est le judiciaire et donc le pouvoir judiciaire. Bien sûr, pendant les dernières années, le pouvoir judiciaire a pris une certaine indépendance. Il a pris une certaine indépendance et le secteur de la sécurité s'est retrouvé bloqué dans certaines choses à cause du pouvoir, à cause ou grâce, ça dépend de quel point de vue on se place, du pouvoir judiciaire. Par exemple, il fallait des mandats, etc., ce qu'il n'impliquait pas toujours avant, etc. Et ça, c'est fait. Maintenant, est-ce que le pouvoir judiciaire aujourd'hui, où on en est, c'est un grand point d'interrogation aujourd'hui. Hein. On ne sait pas où on va. Donc, si le pouvoir judiciaire n'est plus un vrai pouvoir judiciaire, je ne vois pas comment il peut contrôler le secteur de la sécurité et ses agissements. Si en plus on dépasse carrément quand le judiciaire ne veut pas donner de mandat, par exemple, on se dit c'est pas grave, on va quand même faire. Je vois pas comment le secteur de la sécurité pourrait être limité ou contrôlé. Et voilà. Donc je termine en disant que c'est un sujet qui est extrêmement difficile. C'est un sujet qui soulève aussi des questions de souveraineté. Et il est très, très difficile d'aborder la réforme du secteur de la sécurité avec les autorités en général parce qu'elles ont peur. Et je les comprends. Si j'étais à leur place, j'aurais aussi peur que ces autorités, de l'ingérence, enfin, on parle d'un secteur qui est très très sensible, évidemment. Donc, c'est normal cette peur de l'ingérence, que ce soit de l'ingérence extérieure ou intérieure, pour savoir ce qui s'y passe, etc., etc. Mais en même temps, ce qu'on voit dans les expériences comparées quand même, c'est que dans le secteur de la sécurité, pour qu'il puisse agir et se réformer correctement, il est nécessaire qu'il implique les citoyens avec lui d'une façon ou d'une autre. Donc, on demande, ce qui est demandé, ce n'est pas d'être dans le secret des dieux, parce que le secteur de la sécurité, il y a beaucoup de secrets, et ça c'est naturel. Mais on doit impliquer les citoyens dans la réforme, on doit les impliquer au-delà même de la réforme dans certaines choses, parce que c'est ainsi qu'on peut avoir un secteur de la sécurité qui est en confiance aussi avec ses citoyens. Donc ça, c'est très, très important. Et je termine par un tout petit point, c'est que juste le dernier point, c'est que dans notre travail, on a remarqué qu'il y avait, je crois, entre 10 ou 12 personnes haut gradées dans le secteur de la sécurité qui se sont fait sauter comme des fusibles à chaque fois, soit directeur général des services spéciaux, ministre de l'Intérieur et autres, enfin dégradés, qui en 20 ans, il y en a eu 10 ou 12 qui ont été ils ont sauté comme des fusibles à chaque fois. Ils ont eu des procès ou autres, parfois huis clos, etc. On ne sait même pas si c'est pour de vrai, pour de faux. Est-ce qu'ils avaient tort? Est-ce qu'ils n'avaient pas raison? Est-ce que c'était un règlement de compte ou pas? Est-ce que c'était des corrompus ou pas? On n'en sait rien. Et encore récemment, puisqu'il y a eu ce cas à l'époque sous Youssef Chahd, donc c'est aussi
en faveur du secteur lui-même et de ses membres, qu'il y ait cette réforme. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui en sont conscients. Et j'espère, et ça ne peut venir que de quelque part, parce que c'est de chez eux qui sont des pères et des mères d'enfants tunisiens et qui, je suppose, ont envie que ce secteur se réforme pour leurs enfants aussi. Voilà, merci. Et désolée pour la longueur.